Bonjour, vous êtes sur Radio Files 127. Là, on vient du futur. Bonjour, bienvenue dans le 7e épisode de la radio Files 127. Aujourd'hui, on va accueillir notre cher Lucien Oulabib. Bonjour Lucien. Bonjour. Alors, première question Lucien, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi toutes ces guerres? Déjà, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des conflits sans fin, sans solution. Par exemple au Yémen, mais on n'en parle pas. Somalie, Soudan, par exemple, Soudan Sud, la Corée, et puis la Corée du Nord. Oui, qui est, en même temps, elle se calme un peu quand même. Et puis au Nigeria, les attaques contre les villages chrétiens, là j'ai entendu. Alors qu'est-ce qu'il y a? Et puis évidemment, il y a les deux gros conflits actuels, là, entre Moscou et Kiev, et puis entre le Hamas et Israël. C'est les deux plus gros. Ouais. Alors, pourrait dire pourquoi c'est sans fin? Disons, pourquoi c'est sans fin déjà? Peut-être répondre à cette question, ça a l'air sans fin. Alors, c'est juste pour préciser. 2 ans, ouais. Pour préciser à nos chers auditeurs, ce que je voulais dire par là, pas pourquoi il y a des guerres. Ouais. En réalité, tous les peuples du monde ne veulent pas la guerre. Ouais. Mais économiquement parlant, je parle des gens qui gouvernent. Ah oui, mais il y a plein de facteurs, hein. Il y a l'économie. Oui, parce que ça rapporte beaucoup, n'est-ce pas? Oui, après coup, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la géopolitique, la géostratégie. Si on prend l'exemple de l'Ukraine et la Russie, on peut dire d'un côté que la Russie voulait annexer, redevenir l'URSS, Oui. mais de l'autre, on peut dire qu'elle avait essayé quand même de trouver des points de compromis dans les régions russophones et russophiles. Si par exemple les accords qui avaient eu lieu en 2014, qu'on appelle les accords Minsk, ça avait été accepté de part et d'autre vraiment, avec des référendums, acceptation de la langue russe, parce que Kiev voulait interdire la langue, l'autonomie des budgets au niveau régional, bref. Eh bien, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la guerre, mais il ne faut pas oublier que le régime de Kiev, il était poussé aussi par les États-Unis, qui voulaient... alors, quoi? Est-ce que faire de l'Ukraine un État qui titille la Russie, l'embêter sur ses frontières, tandis que la Russie, elle voulait plutôt en faire un État neutre, un État tampon, quoi. Mais comme de plus en plus l'OTAN s'étendait, il y avait une peur aussi de la Russie de voir que si l'Ukraine elle rentre au sein de l'OTAN, eh bien c'est à ses portes, quoi. Et donc c'est un peu comme la crise qui avait eu lieu, la crise de Cuba dans les années 61, je crois, où Khrouchtchev il voulait mettre des missiles nucléaires à Cuba, et Kennedy lui a dit non, pas question. Mais parce que les Américains avaient mis des missiles en Turquie. La Turquie, c'est plus loin que Cuba, quand même. Oui. Mais il y avait quand même une sorte de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc, et ce qui fait que pourquoi c'est sans fin, c'est qu'en effet, à la suite, à ce moment-là, quand les questions économiques vont se lier aux questions géopolitiques et géostratégiques.
Ce qui veut dire concrètement, c'est que l'armement, les usines d'armement américaines, ça marche. Même si là, ils sont en défaut un peu, parce qu'ils doivent fournir aussi Israël, mais en même temps, ils freinent pour Israël aussi, parce qu'ils ne veulent pas, en fait, que le Hamas soit détruit entièrement. D'un certain côté, il y a cette idée comment on pourrait de soutenir, enfin de pousser la personne qu'on soutient à faire en sorte qu'elle ait toujours besoin de toi, quoi. Toujours besoin. Donc on l'aide un peu, mais on l'aide pas totalement, et on la met en position de dépendance, quoi. Ce qui fait que de plus en plus, par exemple, du côté israélien, ils se disent il faut qu'on soit indépendant maintenant au niveau des munitions. Et donc ça pousse Israël maintenant à casser, à arrêter à ne plus attendre parce qu'ils sont trop dépendants. Alors éventuellement les avions, etc. Mais bon, ça. Mais en ce qui concerne les munitions, et c'est pareil de l'autre côté. Il y a des munitions, mais on dirait que les États-Unis veulent faire un peu comme ce qui se passe en Corée, c'est-à-dire un modus vivendi. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a ni paix ni guerre, enfin bien qu'en Corée, là, pour l'instant, c'est calme, mais le fait qu'il n'y ait pas vraiment par exemple, il n'y a pas de traité de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ce qui fait qu'il y a 30 000 hommes 30 000 Américains qui sont à Séoul, et puis pareil au Japon, et puis il y a la 7e flotte qui est présente et qui fait pression dans la région. Donc il y a l'idée de rendre dépendants les gens. Là, ça c'est le premier point au niveau économique aussi. Donc il y a des industries d'armement. Et puis j'ai appris que BlackRock, qui est le grand fonds de pension, il a acheté pas mal de terres en Ukraine. Il se propose pour la reconstruction. Donc ils mettent leurs billes, et puis il y a pas mal d'autres compagnies qui sont là, effectivement, qui attendent. Alors, ça voudrait dire qu'il faut, en même temps, c'est contradictoire, parce que si ils attendent la fin de la guerre pour reconstruire, il faut arriver à un compromis. Or, là, ils disent de plus en plus, pas de compromis, à rien, sauf les États-Unis ont l'air neutres, un peu, ces temps-ci, ils se calment, et ce qui pousse, c'est les Européens, en particulier Macron, là, qui vient de décider de fournir de la poudre pour les obus pour l'Ukraine. Il a visité des usines de fabrication et il dit il faut faire en sorte d'alimenter notre industrie vers une économie de guerre. Voilà, c'est comme ça qu'il parle. Donc, pour conclure sur ces questions, s'il n'y a pas de la bonne volonté, il y a deux solutions. C'est soit il y a un des protagonistes qui ne peut plus rien faire, il n'a plus de munitions, il n'a plus d'armes, et donc il arrête. Et à ce moment-là, il y a des négociations possibles, ou alors on arrête. Soit il y a des individus de part et d'autre qui disent bon, il y a eu assez de morts, la raison reprend le dessus, quoi. Toi qui as des connaissances approfondies en sciences politiques, c'est quoi la solution pour toi, Lucien? La solution, ça serait que du côté des Occidentaux, on laisse faire,
réellement, même si maintenant c'est pas possible, puisque Kiev a inscrit dans sa constitution le fait de ne pas faire de paix avec la Russie, il a inscrit ça dans sa constitution, alors qu'il y a 2 ans, il y avait possibilité de faire un compromis. Là, il faut que Kiev révise sa constitution à nouveau et dise qu'il y a moyen de faire la paix avec la Russie. Et donc, qu'il y ait la négociation, ça serait que les régions qui sont aujourd'hui annexées par la Russie, que la Russie accepte qu'elles soient considérées comme des régions un peu neutres, qu'il y ait une sorte de droit de regard quand même de l'Ukraine sur les populations ukrainiennes qui seraient à l'intérieur. Voilà, qu'il y ait une négociation autour de ça. Et concernant Israël et le Hamas, là, il n'y a pas... Tant que le Hamas ne reconnaît pas, parce qu'il disait qu'il reconnaissait les frontières de 67, sauf que là, on est bien loin de 67, quoi. Ouais. Et le fait qu'Israël rende Jérusalem-Est, et que même dans les accords d'Oslo, il y avait l'idée que ce qu'on appelle les colonies en Cisjordanie, ce que les Israéliens appellent des implantations en Judée et Samarie, eh bien, il y avait l'idée qu'elles soient annexées à Israël, et en échange, Israël donne des parties de son territoire où il y a des Arabes israéliens, qui feraient partie du nouveau territoire palestinien en tant que tel. Sauf que les Arabes israéliens, ils ne veulent pas aller dans le nouvel État palestinien, parce qu'ils ne veulent pas perdre les droits qu'ils ont en termes d'égalité. Là, tu parles des Israéliens. Ouais, non, mais les Arabes iraniens eux-mêmes. Ah, oui. Parce qu'il y avait un échange de territoire possible. Oui. Alors ça, c'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2, c'est que s'il y a un État palestinien qui se constitue selon les normes occidentales, pas les normes djihadistes, eh bien, est-ce que les populations juives qui sont là, est-ce qu'elles doivent toutes partir, ou elles peuvent rester tout en adoptant, par exemple, une double nationalité, à la fois israélienne et palestinienne, mais qu'elles puissent rester et qu'il y ait une mixité sociale qui fasse que les colonies ou les implantations et les habitations soient ouvertes, qu'il y ait des familles palestiniennes qui puissent s'installer. D'ailleurs, j'avais posé la question à un Israélien en ce qui concerne les nouveaux immeubles qui étaient construits à Jérusalem-Est, qui est la partie palestinienne qui a été intégrée maintenant à Israël. J'ai dit, il y a des nouvelles constructions. Est-ce que des familles palestiniennes auraient le droit de s'installer? Il m'a dit, oui, bien sûr. Elles achètent leur appartement. Donc, même si ça fait partie d'Israël. Mais ce qu'il y a en profondeur, c'est que pourquoi c'est pas accepté du côté palestinien, puisqu'ils n'ont jamais accepté, même en 1947, à l'époque où Israël était beaucoup plus petit que maintenant, c'est qu'il faut accepter que les Juifs, ils aient un État souverain. Il y en a même qui disent que dans le Coran, c'était marqué qu'Israël avait un territoire. Donc il y avait l'idée qu'on acceptait, même s'ils avaient déformé tout ça, il y avait un territoire. Alors l'idée, mais après, on pouvait faire la guerre contre ce territoire pour qu'ils reviennent dans la vraie voie et tout ça. Mais on reconnaissait qu'ils étaient là, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, on nie l'aspect historique en disant non, ils n'ont jamais été là, ils sont là que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, autrement c'est faux, ils n'ont jamais existé. Et tout ce qui... les stèles, les pierres qui disent que c'est juif depuis longtemps, tout ça c'est faux. Donc il y a tout un discours là
Et donc, il y a une sorte de comment ils disent les Italiens, aggiornamento, c'est-à-dire le fait d'accepter de renoncer à des croyances, à savoir que, il faut reconnaître qu'il y a un État juif israélien, puisqu'il est à la fois juif et israélien. C'est-à-dire qu'il y a des non-juifs qui sont dans cet État aussi, et qui ont des droits. Eh bien, il faut reconnaître qu'il existe comme souverain et qu'un juif, c'est pas seulement un citoyen de seconde zone comme il a été dans l'histoire de l'islam depuis qu'il est là. Donc, s'il n'y a pas on pourrait dire des gens qui, dans les nouvelles générations, alors qui acceptent, moi je pense que c'est ce que disent certains, c'est qu'il faut fonctionner à l'oriental. Il y a certains qui disent ça. C'est-à-dire, il faut que le Hamas soit complètement détruit, qu'il n'y ait aucune possibilité réelle de croire qu'on peut vaincre Israël par les armes. À ce moment-là, peut-être qu'il y a, si le Hamas ne fait plus partie de Gaza, ça permettrait à des Gazaouis de se libérer au niveau de la parole, parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec le Hamas. Et donc, peut-être qu'ils peuvent s'ouvrir aux idées de paix, etc., et de dire, bon voilà, on arrête. Et alors on revient au projet initial. Le projet initial, c'était de transformer Gaza en Singapour, ou en Dubaï. C'était ça l'idée. L'idée, c'était pas de construire des tunnels et de se préparer à combattre Israël, parce que c'est sans espoir, d'un certain côté. Même si certains disent oui, Israël n'a pas d'avenir, pour l'instant, depuis 1947, ils sont là. Et toutes les guerres qu'ont fait les Arabes, ils les ont perdues. Donc ils peuvent toujours dire oui, mais dans 2000 ans, on va gagner. Ok. Mais dans 2000 ans, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et puis c'est pas sûr que les Juifs ils soient. Enfin, moi, ce que j'avais dit un jour à un prof qui est assez critique envers Israël, très critique, oui, ils auraient dû, patati patata. Et il disait, oui, ils n'ont aucun avenir, ils sont entourés. Alors je lui ai répondu, je lui ai dit oui, peut-être, mais en tout cas, ils sont en meilleure position que lorsqu'ils sont sortis d'Auschwitz. Donc, non. Où là, ils étaient complètement démunis, ils étaient sur des bateaux. Et puis même en 1947, quand il y a eu la guerre d'indépendance d'Israël, quand les Arabes ont refusé le plan de partition qu'avait décidé l'ONU, il y a eu la guerre entre 1947 et 1948, ils étaient complètement une poignée. Tout le monde voulait les tuer. Enfin, même les pays arabes autour, ils disaient aux Palestiniens, vous inquiétez pas, on va rentrer, on est des forces armées d'Irak, de la Jordanie, d'Égypte, de la Syrie, et on va les tuer. D'ailleurs, on vous propose de sortir de vos villages et de vous mettre en sécurité, parce qu'en plus, entre 1947 et 1948, il y avait eu des exactions, des représailles, ils faisaient des attentats sur des kibboutz. Alors, les gens un peu énervés du kibboutz, ils faisaient des représailles sur certains villages palestiniens qui avaient envoyé des hommes pour... Enfin, bref, il y avait des crimes de part et d'autre. Et donc, il y avait eu d'ailleurs des dernières exactions des quarts de jeunes qui avaient été massacrés sur la route de Jérusalem à Tel Aviv et tout ça. Et certains Palestiniens avaient peur des représailles des groupes extrêmes israéliens comme le Stern et l'Irgun. Ils avaient peur de
Et donc quand les Arabes de l'extérieur leur ont dit bah, mettez-vous à l'abri, on y va, mais ils étaient hyper désorganisés. C'est-à-dire le problème des Arabes, c'est qu'ils sont très forts dans la tchatch, mais à part la seule fois où ils ont été très sérieux, c'est la guerre du Kippour avec Sadat, où là ils ont surpris, comme le 7 octobre d'ailleurs, le Hamas il a surpris les Israéliens complètement. D'ailleurs, ils avaient des plans pour arriver presque jusqu'à Tel Aviv. Parce qu'ils avaient l'idée de faire boule de neige. Oui, parce qu'ils avaient des tunnels et tout, et ils avaient, je crois, 2000, 3000 hommes, et ils pensaient faire boule de neige. C'est-à-dire qu'au moment où ils arrivent dans des petites villes, il y a des cellules dormantes qui se lèvent et qui prennent des armes dans des caches et tout ça. Et ils pensaient arriver loin, quoi. C'est-à-dire peut-être pas jusqu'à Tel Aviv, mais il y avait des plans qui étaient très très bien organisés. Donc il y a parfois effectivement des plans super organisés, mais le problème c'est que Israël, ils sont organisés depuis longtemps, très disciplinés, très motivés. Alors même s'ils font des grosses erreurs, ils arrivent à se reprendre. Donc au final, pas de solution. Pour l'instant, non. Il faut que les Arabes acceptent de se faire un mea culpa et de dire, au fond, depuis qu'on est là, depuis quelques siècles, disons, depuis là, comment on pourrait dire, depuis que les Turcs, qui ne sont pas des Arabes en plus, hein, mais depuis que l'islam a reculé devant Vienne, c'est-à-dire au XVIe, je crois, depuis qu'ils n'ont pas pu réussir à prendre Vienne et qu'ils sont en perte de vitesse depuis le XVIe siècle, hein, et de plus en plus, même s'ils étaient là, qu'est-ce que l'islam, les arabo-musulmans, etc., qu'est-ce qu'ils ont apporté réellement en termes de découverte, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire oui, on a créé des tas de trucs mathématiques, etc. Oui, mais ça c'est, ils ont fait des théories, ils ont écrit des choses, ils ont approfondi quelques théorèmes d'astronomie, etc. Ils ont sur le plan militaire, mais ils ont été arrêtés à partir de la défaite devant Vienne au niveau militaire. Dans les autres domaines, qu'est-ce qu'ils ont amené comme découverte depuis le XVIe siècle? Alors on peut dire, oui, d'accord, au 8e, 9e, 10e, 11e siècle, ils ont pu se servir de la physique grecque, ils ont préservé les mathématiques mésopotamiennes, etc. Mais en plus, la majorité de leurs savants, c'était des Perses, des Kurdes. Ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Non, mais l'idée, pour finir, c'est que les arabo-musulmans et les musulmans en général, eh bien, ils devraient se poser la question de qu'est-ce qu'on apporte au monde. Voilà. Merci Lucien. Je t'en prie. Merci à tous et à la prochaine.